À la une, l'ouverture ce matin à Paris de la COP21, la conférence climatique de l'ONU. 150 chefs d'État et de gouvernement présents, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Objectif, trouver un accord contre le réchauffement planétaire. Place au dépouillement après le double scrutin présidentiel et législatif au Burkina Faso hier dimanche. Un vote paisible, 5,5 millions d'électeurs inscrits, 18 000 bureaux de vote ouverts dans tout le pays. À Boaké, les branchements anarchiques causent tous les jours des électrocutions, des courts-circuits et des destructions d'appareils électroménagers. La raison principale, plusieurs quartiers ne sont pas encore électrifiés. Nous sommes le 30 novembre, bienvenue dans le journal de 13 h. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement donnent le coup d'envoi aujourd'hui de la COP21, conférence climatique de l'ONU. Parmi ces personnalités, le président ivoirien Alassane Ouattara. Il va porter la voix de la Côte d'Ivoire en proposant des solutions au problème du réchauffement climatique qui menace la planète. La cérémonie d'ouverture a été marquée par deux interventions majeures, celle du président français François Hollande et du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. François Hollande préconise un accord universel, différentiel et contraignant afin de réduire de 2 degrés le réchauffement de la planète. Et le secrétaire général de l'ONU, lui, a invité les chefs d'État et de gouvernement à adopter la voie du compromis et de la souplesse pour parvenir à un accord. Le président Alassane Ouattara doit faire des propositions, je vous le disais, pour cette lutte engagée contre le réchauffement climatique. Je vous propose de l'écouter. Les grands pollueurs doivent savoir que le monde est en danger, l'humanité est en danger et que si nous avons accepté de faire notre part, malgré le fait que nous ne soyons pas au niveau que nous aurions souhaité, eux doivent faire un maximum de sacrifices pour nous permettre tous d'avoir un monde où nous serons tous en sécurité au plan environnemental. Donc les pays de l'Union africaine ont une position commune et nous estimons que cela est très important pour l'humanité. Et ici en Côte d'Ivoire, comment empêcher la présence de végétaux flottants sur le plan d'eau lagunaire du district d'Abidjan? C'est à cela que le Centre ivoirien anti-pollution travaille et en dépit des moyens déployés, à chaque mois de novembre, ces espèces envahissantes forment une natte dense sur la surface de l'eau. David Mobio. Je m'appelle salade d'eau douce, fougère d'eau ou jacinthe d'eau. Certains chercheurs ou autres spécialistes de l'environnement nous appellent les autres végétaux flottants et moi, mauvaises herbes aquatiques ou tout simplement espèces envahissantes. Nous apparaissons sur les plans d'eau lagunaires chaque année à la même période au mois de novembre, malgré toutes les mesures prises par des ministères pour empêcher notre présence sur la lagune en fin d'année. Que n'a-t-on pas tenté, essayé ou expérimenté pour obtenir notre disparition en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays africains? Au Sénégal, par exemple, les autorités ont tenté, il y a plusieurs années, d'empêcher notre croissance en utilisant des produits chimiques. Résultat, c'est la faune aquatique, les poissons en grande partie, qui ont été atteints. Nous, végétaux flottants, salade d'eau douce, jacinthe d'eau, nous sommes sereins, surtout ici en Côte d'Ivoire, où depuis plus de 20 ans, le ministère de l'Environnement tente, autant que faire se peut, d'empêcher notre présence, notre regroupement et de constituer, comme vous le voyez, une natte dense sur la surface de l'eau. Il y a de cela quelques années, le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, avait pris des dispositions pour faire obstacle à notre passage périodique. Un bateau nommé Amphibex a été acheté à plus de 500 millions de francs CFA pour nous combattre. Nous avons gagné le combat. La preuve, nous sommes présents chaque année pour servir de décor et pour proposer à la population abidjanaise une odeur nauséabonde avec la contribution de nos amis que sont les eaux usées, les déchets industriels, hospitaliers, les ordures ménagères déversées dans l'un de nos sites préférés, la baie de Cocody. Même la lutte mécanique engagée par le CIAPOL
Lutte qui consiste, comme vous le voyez, à nous affronter physiquement tous les jours de 7h du matin à 13h ne nous inquiète outre mesure parce que toutes les stratégies de lutte utilisées ont montré leurs limites, qu'elles soient chimiques, mécaniques ou biologiques. Nous, végétaux flottants, allons donc continuer de polluer l'environnement. Nous allons continuer de créer des problèmes aux pêcheurs et surtout au transport lagunaire dans le district d'Abidjan. Bientôt, nous serons très heureux d'être contemplés, appréciés par ceux ou celles qui viendront prendre du plaisir sur ce futur beau site de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody qui sera réalisé sur cette lagune. Alors, inutile de prévoir des budgets de millions ou de milliards de francs CFA pour espérer réaliser le rêve de ne plus nous voir en fin d'année. Nous sommes là cette année, nous serons encore présents l'année prochaine au mois de novembre. Vous savez pourquoi? Parce que nous, végétaux flottants, sommes un phénomène naturel. Une analyse signée David Mobio. Fin de la visite au Royaume-Uni du président du Parlement ivoirien. Avant de quitter l'Angleterre, Guillaume Soro a rencontré la diaspora ivoirienne vivant à Londres. Michel Digré, envoyé spécial au Royaume-Uni. Un temps glacial sur Londres ce vendredi avec une température autour de 5 degrés. Mais dans les locaux de réceptifs hôteliers de la capitale anglaise, le mercure est plutôt monté d'un cran. La raison, les Ivoiriens vivant en Grande-Bretagne ont tenu à communier avec le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au dernier jour de la visite qu'il a effectuée au Royaume-Uni. L'occasion était toutefois trouvée pour les Ivoiriens de la Grande-Bretagne d'égrener leurs préoccupations. Ils ont demandé entre autres au gouvernement d'intervenir auprès des compagnies aériennes anglaises pour des vols directs entre Londres et Abidjan. Ils souhaitent par ailleurs que l'État de Côte d'Ivoire mette tout en œuvre pour favoriser le retour de la diaspora au pays pour des investissements. Guillaume Soro dit avoir écouté ses compatriotes. Il leur a livré un message d'espoir. La Côte d'Ivoire est désormais en paix et elle marche résolument vers son développement qui me semble inexorable. C'est pourquoi je suis là pour demander à chacune et à chacun, tous, de nous mobiliser pour accompagner le président de la République, son gouvernement et les institutions dans la quête du développement de notre pays. Guillaume Soro a par ailleurs lancé un appel à la cohésion entre les Ivoiriens vivant aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. Nous devons, comme l'a bien signalé et indiqué le président de la République, nous réconcilier, travailler à la cohésion nationale, parce que c'est uni que nous allons bâtir un pays développé, un grand pays, la Côte d'Ivoire. La communauté ivoirienne vivant au Royaume-Uni est forte de 150 000 membres. Une cinquantaine de migrants ivoiriens rapatriés de la Libye. Après leur mésaventure, ces jeunes veulent aujourd'hui sensibiliser les autres. Tenter l'aventure à tout prix n'est pas forcément gage de réussite. Thomas Guessambi. Ils étaient prêts à aller à leur terre promise où coulerait le lait et le miel, mais sans compter avec le Jourdain. Ni les témoignages de désillusion, ni les échos de mésaventures, pas même les images insoutenables partagées par les chaînes de télévision ne pouvaient les retenir. Prêts qu'ils étaient à traverser monts et vallées pour une vie meilleure qu'on ne peut trouver chez soi. Ces jeunes Ivoiriens font aujourd'hui un revirement. J'ai bien réfléchi avant de revenir. Je me suis dit que peut-être ici je pourrais avoir un avenir encore plus mieux parce que, comme je le dis toujours, l'homme est mieux que chez soi. J'ai été agressé 2 fois, j'ai perdu trop de choses, j'ai eu trop de problèmes en Libye. Vraiment, c'était pas facile. Mieux, leurs énergies, ils veulent maintenant les utiliser pour décourager leurs autres amis, gagnés en ce moment par un projet de ce genre. Le seul message que je peux dire aux jeunes, choisir d'aller en Europe c'est mieux, mais aller par la voie officielle, c'est encore plus mieux. Un voyage clandestin n'aboutit jamais. Quelqu'un qui va là derrière l'eau, il faut qu'il va dans l'avion. Sinon, clandestin, tu passes par Burkina, Niger,
de Niger, on peut mettre 30 personnes ou bien 35 personnes dans une bâchée. Pour entrer en Libye, on te fait comme cadavre. On te met dans les bâchés et puis on te couvre. Alors, quand on te couvre maintenant, on te fait des kilomètres dans les Sahara pour manger ces problèmes. Tout est difficile. Les 4000 kilomètres dominés par l'immense désert du Sahara et du Sahel, qui séparent Abidjan du seuil de la Méditerranée. C'est la distance qu'ils ont parcourue péniblement avant d'être freinés par la situation sociopolitique de la Libye. En allant à leur rencontre pour les ramener au bercail, conformément à leur volonté, c'est tout un message que l'émissaire du gouvernement veut partager au nom du chef de l'État ivoirien. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'immigration irrégulière. Cette immigration irrégulière qu'il faut combattre parce qu'elle met en danger la vie de nos compatriotes. Pour le gouvernement, le tout n'est pas de les ramener. Il faut leur exprimer la solidarité nationale, mais surtout les aider à s'insérer en Côte d'Ivoire. Un pécule leur sera remis pour leur permettre de rentrer en famille. Et ensuite, nous ferons donc le suivi après leur arrivée, n'est-ce pas, le suivi psychosocial, pour nous assurer que leur réinsertion est effective et qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Éventuellement, pour ceux qui souhaiteraient à nouveau tenter une autre chance, pourquoi pas, nous ferons en sorte qu'ils soient cette fois-ci mieux informés. L'immigration clandestine, ce sont environ 3000 personnes qui s'y sont engagées de 2013 à 2015 pour gagner les côtes européennes. Le sommet des entrepreneurs chinois et africains a pris fin vendredi à Marrakech au Maroc. Des recommandations ont été faites, notamment pour consolider les relations d'affaires entre les deux continents. Gabriel Zani, envoyé spécial au Maroc. Une structure de suivi des différents partenaires en vue du développement des affaires entre les entrepreneurs chinois et africains. Voilà l'une des grandes recommandations que préconise le ministre marocain de l'Industrie au terme du sommet sino-africain qui a réuni plus de 400 patrons d'entreprises à Marrakech au Maroc. Nous pouvons monter ensemble un véritable grenier pour le monde. Et vous savez tout aussi bien que moi ce que l'alimentaire constitue aujourd'hui et ce qui constituera demain. Nous avons ensemble à monter des concepts totalement nouveaux. Nous sommes conscients que la Chine est en train de vivre une transformation profonde, importante, et qui va mener la Chine bien au-delà. Et nous avons l'ambition de contribuer ensemble à cet essor de la Chine et de l'Afrique. Du jeudi 26 au vendredi 27 novembre, les hommes d'affaires africains et chinois ont eu le temps de faire le tour des questions liées à la création de valeur et du bénéfice pour leurs entreprises. L'Afrique offre une main-d'œuvre jeune et dynamique et la Chine propose des capitaux. Ces échanges de 2 jours à Marrakech ont été fructueux, selon le Premier ministre ivoirien. Il y a eu d'excellentes discussions avec des panels, mais aussi des rencontres bilatérales. En tout cas, en ce qui concerne l'équipe ivoirienne, nous avons rencontré d'abord nos amis marocains qui sont déjà en opération donc, sur la Côte d'Ivoire pour faire un peu le point des différents dossiers qui avancent correctement. Et aussi nous avons rencontré au moins une dizaine d'entreprises chinoises dont la plupart donc, sont intéressées donc, à s'implanter au niveau de la Côte d'Ivoire. Le potentiel de l'Afrique et de la Chine étant énorme, le ministre marocain de l'Industrie, dans son discours de clôture du forum, a souligné la réédition du sommet sino-africain. Rallier le Rwanda depuis la Côte d'Ivoire par un vol direct et vice-versa, c'est désormais possible. Et c'est grâce à un partenariat signé entre les deux pays. Les échanges commerciaux et la coopération bilatérale s'en verront renforcés. Justine Saïdjigué. La Côte d'Ivoire ouvre son espace aérien au Rwanda. La destination Abidjan-Kigali et vice-versa en 5 heures de vol est désormais possible. Les ministres ivoiriens et rwandais des Transports ont scellé ce partenariat aérien qui, selon eux, va accroître les échanges commerciaux et améliorer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Cette signature ne vient que confirmer la très bonne coopération qui existe déjà entre les deux chefs d'État et entre nos deux États. Compte tenu de la situation géographique du Rwanda et la République de Côte d'Ivoire, le moyen le plus facile et efficace de connecter nos deux peuples est la voie aérienne. Une liaison aérienne directe
permettront d'améliorer les relations bilatérales entre nos deux pays et de créer des opportunités sur le plan économique, social et culturel. Rwandair, chargé de rallier Kigali à Abidjan, effectuera 4 vols par semaine. La compagnie ivoirienne Air Côte d'Ivoire, quant à elle, va desservir Kigali dans les meilleurs délais. Elle compte 6 avions avec 5 prévus pour l'année 2016. La destination Kigali-Abidjan se faisait en 14 heures de vol avec des escales à Addis Abeba et Cotonou. L'axe Bouaké-Brobo connaît une dégradation avancée, surtout au niveau du village de Sinan-Vessou. Le passage à ce niveau est devenu dangereux. Cette dégradation est le fait de l'érosion qui crée un gros trou dans la chaussée, rétrécissant la voie dédiée aux véhicules. Le reportage de Soro Corona est commenté par Kader Sogodogo. L'axe reliant la région de Gbeke à celle de Lifou et du Bélier en passant par Brobo, plus précisément la nationale A8 connaît un point critique. Un énorme trou est visible au niveau de Sinan-Vessou, village situé à 10 km de Bouaké. Cette détérioration s'est accentuée cette année avec les grandes pluies tombées sur la région de Gbeke. L'érosion a donc fortement endommagé la chaussée, rétrécissant du coup le passage des voitures. Ce gros trou qui réduit visiblement la voie devient plus dangereux la nuit et en période de pluie pour les usagers. Ça nous fatigue trop, même la nuit quand on roule comme ça là. Il faut qu'on stoppe d'abord pour bien vérifier. Souvent, il y a un embouteillage. Quand il pleut comme ça, bon, souvent, l'eau même monte sur le capot. On ne voit même pas même. On a évacuation peut-être à 1h du matin, à 4h du matin comme ça. Et puis quand il pleut, quand on arrive ici, on ne sait pas où se trouve le trou. Souvent même, on vient garer jusqu'à ce que vraiment la pluie cesse. Et puis vraiment, ça nous crée beaucoup de problèmes avec nos patients. Pour l'heure, aucun incident grave n'a encore été déploré. Le chef de Sinan-Vessou, village situé en bordure de cette voie, craint le pire si rien n'est fait. Si les autorités n'interviennent pas dans l'immédiat, il va y avoir une très grande catastrophe. Vous avez vu que le goudron est coupé. Il ne reste plus que le passage d'une seule voiture. Une fois, il y a un véhicule, un gros camion, il fallait tomber, mais il est rentré en brousse par là. Il est quitté par là, il est rentré sur Bouaké. Bon, en fait, ce n'est pas très grave. Des situations similaires sont signalées sur l'axe Bouaké-Botro et sur le pont de Marabadiassa. Dans le Kabadougou, des réalisations sont en cours dans plusieurs domaines, notamment pour la voirie, les infrastructures scolaires et sanitaires. Le président du conseil régional a visité plusieurs chantiers pour s'assurer de leur bon déroulement. Thérèse Yoboy. Ce sont plusieurs salles de classe construites ou réhabilitées par le conseil régional du Kabadougou qui ont été visitées par Kone Souleymane et son équipe dans plusieurs régions, notamment Bako, Séguelon, Dioulatédougou, Madinani, Sokorodougou, Kourouba, Tiebala. Depuis plusieurs années, exprimer ce besoin de traitement des salles de classe. Donc le bâtiment qui vient de nous être offert est vraiment un bâtiment qui est bienvenu. Ajoutez à cela la visite des chantiers de construction ou réhabilitation de plusieurs structures sanitaires dans plusieurs autres localités du Kabadougou. Et comme toute humaine n'est pas parfaite, voir dans quelle mesure les insuffisances observées puissent être corrigées pour être dupliquées sur les projets ultérieurs, tracer les sillons d'une méthode de travail qui nous permettra de consolider le suivi de nos projets. Sur un total de 43 projets, selon le président du conseil régional, 20 sont entièrement achevés, 20 autres sont en cours de réalisation et 3 attendent d'être exécutés. Le président du conseil régional du Kabadougou a profité de l'occasion pour inviter certains entrepreneurs à faire des corrections pour améliorer la qualité des ouvrages réalisés en faveur des populations. La visite des chantiers par le président du conseil régional lui aura permis de se rassurer sur la qualité des ouvrages exécutés. Coût global des investissements, 1,2 milliard de francs CFA. Tiapoum, à 150 km d'Abidjan, le groupe scolaire vient d'être doté d'une cantine. Il est principalement question de lutter contre la faim, la malnutrition et surtout améliorer le rendement scolaire des élèves. Honorina Nigori. L'inauguration de la cantine des EPP Tiapoum A et Tiapoum B dans le département de Tiapoum vient à point nommé, car 643 élèves, filles et garçons, n'auront plus à souffrir pour se trouver de quoi à manger. Avec la modique somme de 25 francs CFA, la ration
l'élève pourra se nourrir décemment et réussir ses études, comme le souhaite le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et la Direction nationale des cantines scolaires qui en ont fait leur cheval de bataille. L'État de Côte d'Ivoire s'est fixé des objectifs immédiats à atteindre qui sont lutter contre la faim du midi, assurer un repas chaud à midi aux élèves, lutter contre la malnutrition, augmenter le taux de scolarisation. L'avènement de cette cantine est salutaire pour non seulement les élèves et aussi pour les parents d'élèves. Je suis contente de manger dans la cantine. Je vais bien travailler à l'école. C'est une joie immense qui m'anime aujourd'hui. Cette cantine aura une incidence favorable sur les résultats scolaires de nos enfants. Le maire de la commune de Tiapoum, en construisant cet édifice, veut accompagner le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique dans sa quête d'améliorer le système éducatif. Mon rêve est réalisé. Il fallait quand même soutenir les enfants. C'est le préfet du département de Tiapoum, Kassoum Koulibaly, qui a présidé la cérémonie d'inauguration de cette cantine. Pour exprimer leur joie, les élèves ont gratifié l'assistance de sketch et de ballet. Le Rotary Golf Club offre des bourses aux meilleurs élèves démunis. Ils sont 14 à avoir bénéficié de ce soutien qui va leur permettre de poursuivre leurs études en toute quiétude. Adama Kamagate et Abou Sanogo. Ils sont au nombre de 14. Ces élèves, tous brillants et dont la situation financière de leurs familles respectives reste difficile. Ils ont obtenu des moyennes comprises entre 14 et 16 et sont issus des classes de la 3e et de la terminale. Ces élèves bénéficient de bourses d'études en vue de les encourager à poursuivre sur leur lancée. Un geste de l'association caritative Rotary Golf Club. En plus de ces 14, d'autres élèves malades en ont bénéficié. Parmi eux, la jeune Makuna Dibarou, elle est malvoyante. Nous vous promettons de vous apporter, si Dieu le veut, de très bons résultats scolaires, pourquoi pas plus bons que ceux-ci. Nous vous remercions et que Dieu vous bénisse. Si l'année prochaine, l'occasion m'est offerte, je serai encore là pour montrer encore ma moyenne qui est encore plus supérieure à celle-ci. Une innovation cette année, la prise en compte des élèves handicapés brillants. Le Rotary œuvre pour ceux qui sont déshérités. Et les aveugles, pour nous, constituent des gens qui ont besoin d'aide. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont aveugles qu'ils ne sont pas intelligents. On a vu des jeunes aveugles avec de très très forts potentiels. Et vous avez eu l'exemple de la jeune fille là maintenant qui a une moyenne extraordinaire. Et ce sont des gens qu'il faut aider. Ces bourses reçues constituent la première tranche. Les bénéficiaires recevront la seconde après le premier trimestre. Ces 14 élèves vont bénéficier de cet avantage tous les ans jusqu'à la classe de la terminale selon le Rotary Golf Club. Mais à une condition, rester parmi les meilleurs de chaque année. La Guinée vers l'élaboration d'un vaccin anti-Ebola. Un atelier scientifique international sur les vaccins contre les fièvres hémorragiques et autres épidémies s'est tenu dans le pays. Il en ressort 12 recommandations, notamment la mise en place d'une équipe d'experts pour élaborer une feuille de route pour la production de vaccins d'ici la fin du premier trimestre de 2016. À Bouaké, ici en Côte d'Ivoire, les branchements anarchiques connaissent un regain d'intensité parce que plusieurs quartiers attendent toujours d'être électrifiés. Les conséquences sont nombreuses au quotidien avec des électrocutions, des courts-circuits et des destructions d'appareils électroménagers. Soro Corona et Léon Bro. Des fils électriques pendant sur des toits, ils sont portés par des poteaux en bois. Ce dispositif constitue la source d'approvisionnement en électricité pour les ménages d'ici au quartier Odiné-Croané. À Belleville, Banco, Tolakwa-Diokro, d'autres quartiers de Bouaké, le branchement anarchique reste également le moyen d'accès à l'électricité, une alternative à la non-viabilisation de ces quartiers à grande densité de population. Tous ces grands quartiers-là, il n'y a pas de courant chez nous ici. Bon, on tire les courants à peu près un peu pour aller chez nous. Mais vous voyez les lumières et les câbles qui tirent pour aller là. On vient tirer ici pour... Tu vas derrière là-bas, ça fait jusqu'à au moins à 2-3 km comme ça. Les gens habitent pour aller, il n'y a pas de courant chez nous. La cohabitation avec les fils électriques non protégés, un danger permanent. Déjà 3 morts par électrocution au cours de cette année 2015.
un risque que les populations s'obligent à occulter. C'est dangereux pour nous, parce que souvent quand il pleut, même souvent là, quand ça tombe à terre par exemple, quand on maille dessus, ça crée des problèmes dans nos quartiers. Vraiment, on a besoin de courant dans nos quartiers. On a fait des demandes fatiguées depuis, on est ici, moi ici depuis 1998. Si l'État pouvait viabiliser correctement les quartiers pour que tout un chacun puisse avoir l'électricité, ça serait l'idéal. Le branchement anarchique n'est pas sans incidence sur les biens électroménagers. Ça n'arrive pas à supporter. Souvent, ça grille les appareils. Le fait que la puissance n'est pas trop, le courant se coupe souvent. Puis après, le courant revient. La puissance qui vient dans l'appareil, ça grille l'appareil. Les câbles qu'on prend pour tirer le courant, c'est les câbles téléphoniques là. Donc il n'y a pas assez de force dedans. Comme à Boaké, dans de nombreuses villes ivoiriennes, le branchement anarchique a pris des proportions importantes. Le phénomène représente pour la compagnie ivoirienne d'électricité CIE une perte annuelle de 2 milliards de francs CFA. Un mot de littérature avec la publication d'un essai politique pour analyser la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'œuvre de 161 pages fait un gros plan sur les droits de l'homme sous le régime actuel. Ahmed Traoré et Maïsako. Dans la vie de toutes les nations, il arrive un moment où l'on marque un arrêt pour faire une rétrospective. C'est en ces termes que Moustapha Diaby a planté le décor de la cérémonie de dédicace de son livre intitulé « Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et les droits de l'homme ». Selon l'auteur, cette œuvre analyse les avancées dans le domaine des droits de l'homme en Côte d'Ivoire sous l'ère Alassane Ouattara. Nous exposons dans ce livre les questions de droits de l'homme, notamment les droits fondamentaux, notamment le droit à la vie, la liberté que tout individu a de ne pas être pris comme esclave et de ne pas être torturé également, sont des droits pour nous qui sont essentiels. Notre pays a connu des crises successives où ces droits ont été bafoués. Il était bon pour nous de présenter ces droits sur les différents régimes pour voir comment ces droits ont été respectés. L'écrivain, dans ses écrits, exhorte les Ivoiriens à se mettre au travail afin de contribuer considérablement à l'émergence qui pointe à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire sort de crise. Ce qui est important avec les élections de 2015, qui se sont très bien passées, nous pensons que c'est une nouvelle expérience qui s'élève pour la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens soient conscients de cela et se mettent dans cette dynamique-là. Il faut sortir des clichés, il faut sortir des tranchées, il faut se mettre au travail et bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. Après Alassane Ouattara, 20 ans de combat et harmonie des chaos, Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et les droits de l'homme est la troisième œuvre littéraire de l'auteur Moustapha Diaby. C'est un essai politique qui compte 161 pages. 35e édition de la fête des moissons pour l'Église du christianisme céleste hier dimanche. C'est un moment solennel pour offrir un culte d'action de grâce à Dieu. Nous Sangaré et Grâce Kando. Culte d'action de grâce à Dieu pour tous ses bienfaits à l'occasion de la fête de moisson de l'Église du christianisme céleste à la paroisse Saint-Raphaël de Vridi. La moisson du sacrifice est le thème retenu pour cette 35e édition. La cérémonie de la moisson est considérée comme la fin du monde. Tout le monde va venir montrer à Dieu ce qu'il a pour entrer dans le royaume de Dieu. La moisson veut que nous démontrons que tout ce que nous avions, il y a un seul possesseur, c'est Dieu. Le révérend Eddie Moublin Jacob a par ailleurs invité les chrétiens célestes à avoir la crainte de Dieu en vivant à l'image du Christ. Une célébration qui a vu la participation d'autres confessions religieuses. Pour la circonstance, l'honneur est revenu au Père Noël Djambi Dibi, représentant le président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, d'exhorter les fidèles à l'amour du prochain. Cette fraternité, à partir des textes que nous venons de lire, se construit à l'intérieur de notre rapport avec Dieu. Et nous devons bénir cette fraternité qui nous a circonscrit dans une terre, la Côte d'Ivoire, dans un pays. Et donc on ne peut pas être dans un pays et ne pas s'aimer. Pour cette 35e édition de la fête de moisson, à la paroisse Saint-Raphaël de Vridi, prières, exhortations et louanges ont constitué les temps forts de cette célébration. Les leaders de plusieurs églises formées par le Centre d'entraide pour la promotion de l'éducation chrétienne de Côte d'Ivoire. Cette organisation non gouvernementale entend donner à ces hommes de Dieu des outils pour accroître leurs capacités financières. Paul Quadio et Jean-Jacques Kwame. Ils sont venus des communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays, ces leaders d'église, pour participer à la conférence internationale intitulée « Choisis la vie ».
Une initiative de l'ONG chrétienne, le Centre d'entraide pour la promotion de l'éducation chrétienne en Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'ONG suisse Entraide. Objectif, donner des outils aux hommes de Dieu afin de leur permettre de créer et gérer leur entreprise. Le spirituel, c'est vrai, mais il faut s'occuper aussi des aspects sociaux de l'Église aujourd'hui. Il a dit à un moment donné, donnez-vous leur même à manger. C'est le moment où l'Église doit se lever pour penser à l'avenir de ses membres, où les leaders, les pasteurs, les apôtres doivent chercher à bâtir, à créer la richesse pour que l'Église soit forte en vue de pouvoir relever certains défis. Si vous voyez un peu ce qui se passe autour avec les crises sociales, si les hommes de Dieu sont parés économiquement, financièrement et en plus du côté spirituel, je pense que la Côte d'Ivoire est bien partie pour éviter ce genre de crise-là. Transformation familiale, épanouissement du ministère et prospérité économique, ce sont les thèmes développés au cours de cette formation par le principal orateur de cette conférence. Globalement, on peut dire qu'il y a deux types d'évangiles. Il y a un évangile qui est frelaté, un évangile qui est mélangé, et puis il y a un autre évangile. En tant que Suisse, je suis particulièrement sensible à cet évangile parce que l'évangile, plus il est pur, plus il est, on va dire, pur, pressé, plus il est concentré, plus il applique les valeurs qui se trouvent dans la Bible et dans l'évangile, plus cet évangile va conduire un pays à sortir de la pauvreté. Cette conférence consacrée aux leaders d'Église a été précédée par celle dédiée aux hommes d'affaires et à la jeunesse chrétienne. Prochaine étape, San Pedro. Acte symbolique du pape François en Centrafrique, il s'est rendu à la mosquée centrale de Bangui, dans le quartier du PK5. Son message est, je cite, « Chrétiens et musulmans sont frères et il faut dire non à la vengeance, à la violence et à la haine ». Le pape a été reçu par le grand imam Nedi Tidjani en présence de délégations catholiques et protestantes. Au Burkina Faso, l'heure est à l'attente des résultats après les élections présidentielles d'hier dimanche. Ce scrutin couplé à des législatives doit permettre de tourner la page de la transition. Elle a été mise en place après l'insurrection populaire d'octobre 2014. Le vote s'est déroulé dans le calme dans les 18 000 bureaux de vote ouverts. Merci de nous avoir suivis. Un nouveau journal à 20h sur RTI 1. Très bon début de semaine à vous.